Привет, Laurent Vralayaïr. Как дела? Это Savage Beast. Ça va très bien. Ça va très bien, Savage. Content d'être parmi vous. Ouais. Alors, tu es actuellement à Moscou ou tu es actuellement à Donetsk? Je suis à Moscou, bien sûr. D'accord. Et Toujours. l'ambiance, elle est comment? Parce que tu le sais certainement, nos chères autorités européennes ont coupé tous les ponts avec RT, Sputnik, etc. Et on n'a plus les moyens de se renseigner. Enfin, il y a des moyens de se renseigner qui consistent à utiliser un VPN ou à trouver des DNS en Russie qui permettent d'avoir accès aux chaînes en question. Donc, comment les gens sont actuellement à Moscou? Comment tu ressens les choses? Bah, écoute, il y a quand même de l'inquiétude. Enfin, au départ, il y a eu de l'inquiétude. Il y a eu quelques manifestations, mais la propagande occidentale, c'est un peu toujours la même histoire. En 2014, c'était le cas. J'imagine que tu t'en souviens. Poutine devait être foutu. Les premières sanctions étaient arrivées après le Maïdan. Et la Russie était foutue. Il n'y aurait plus rien à manger. Donc là, c'est le même discours. Et en D'accord, fait, Moscou est très calme. Moi, je vais à peu près tous les jours dans le métro. Je fais pas mal de trajets. Mon épouse aussi. Il y a une présence policière assez importante quand même. Dans toutes les stations, tu as 2 ou 3 policiers. Mais ils font des contrôles. Je trouve ça normal, on est en temps de guerre. Et puis tout se passe très bien. J'ai vu aucun manifestant. Les gens, bon, on est dans la capitale, très loin de la guerre quand même, hein. Donc pour l'instant, à part quelques prix qui ont monté, des choses qui vont disparaître, on le sait, et qui ne sont pas produites en Russie ou via les sanctions. Ce que raconte l'Occident, moi, me fait rire, hein, mais vraiment. Et puis la triste aussi. d'accord. Alors, on va essayer de replacer un petit peu le contexte parce que les gens ne savent pas forcément qui tu es. Donc, nous, on a eu des contacts aux environs de 2014-2015 Hmm. parce que tu étais comme journaliste de guerre dans le Donbass. Oui, mais à la Alors, base, c'est pas mon métier, mais on va d'accord. m'expliquer tout ça. Alors, si tu peux expliquer comment tu es arrivé dans le Donbass, et puis après on parlera de ce que tu as vu. Enfin, Oui, voilà. c'est assez simple. Ça commence par une histoire d'amour de ma femme russe. Et en fait, à cette époque-là, je suis caviste, ce qui m'a beaucoup, on m'a beaucoup attaqué d'ailleurs à ce propos-là. Donc voilà, j'ai pas de formation de journaliste à la base, mais j'ai un master d'histoire. D'accord. Et je suis arrivé en Russie, donc ma femme ayant un excellent travail, elle est gouvernante. Donc elle s'occupe de l'éducation d'enfants de gens très 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 riches. Donc c'est un métier où elle n'aurait pas pu trouver l'équivalent en France, donc c'est moi qui ai migré. Et après ça, j'ai étudié la langue russe à l'Institut Pouchkine parce que je parlais pas russe, et pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai tout de suite été recruté pour un média qui s'appelait à l'époque La Voix de la Russie. C'est anciennement Radio Moscou, où j'ai travaillé Mhm. pendant presque 2 ans. Et dans ce travail, j'étais d'abord correcteur, puis auteur, rédacteur, reporter, et j'ai été invité à Ekaterinbourg pour la candidature de la ville à l'Expo universelle de 2020. Finalement, c'est Dubaï qui l'a gagné, hein. Et dans cette mission, je suis devenu un peu célèbre en Russie, mais vraiment une célébrité qui a été de quelques mois, parce que pour faire un scoop sur cette candidature, le gouverneur de Sverdlovsk, qui s'appelle Yevgeny Kouivachev, à l'époque, voulait que je retrouve une femme, parce qu'un vétéran russe avait servi dans les maquis de la Drôme dans les Alpes en France, et était tombé amoureux de cette Française. Et j'ai retrouvé Jeanne, ça a fait un scoop énorme. Du coup, les Russes m'ont propulsé un peu plus loin. J'ai travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. J'ai participé à un film comme sur le vétéran russe, qui m'a rendu un tout petit peu plus un peu célèbre. Et ensuite, par un pur hasard, j'ai commencé à écrire pour la Novorossiya Today. C'était un média du Donbass qui m'a invité 3 jours à Donetsk. Ils ont financé mon voyage. Et comme j'étais le petit journaliste, un des petits journalistes français, on va dire un petit peu connu, j'ai accepté de partir et d'aller voir. Et ce que j'ai vu m'a tellement choqué que là, j'ai pas pu faire autrement que d'y aller 1 an après. Donc ça, l'invitation était en mai 2015. J'y suis allé 3 jours seulement. Ils m'ont emmené direct sur le front, quasiment.
Là, j'ai vu les premiers civils vivant dans les conditions horribles. C'était une grand-mère, la première civile que j'ai vue. Moi, ma grand-mère était en vie à ce moment-là. Ça m'a foutu un choc. Et puis les enfants. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Donc ça m'a vraiment choqué. Et quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme, mais je pourrais plus jamais me regarder si j'y vais pas. Comme ma femme est russe, elle m'a laissé partir, mais bon, voilà. Enfin, c'est pour résumer très très vite, parce qu'évidemment, l'histoire était un peu plus compliquée. Et du coup, je suis parti en... J'ai préparé, j'ai fait une cagnotte, et il y a 75 personnes autour de moi, essentiellement ma famille, des amis. J'ai fait quelques conférences, j'ai mis l'argent de mes bouquins aussi. Ça m'a fait 3500 € et je suis parti avec cet argent. Enfin, j'ai financé mon voyage et je suis parti avec cet argent en juillet 2015. Et donc, en juillet 2015, j'arrive à Donetsk pour un an. D'accord. Je t'interromps 2 secondes. Tu parles de tes bouquins. Est-ce qu'on peut les trouver sur Amazon? Alors, il y en a 2, mais il y en a un qui nous intéresse, qui s'appelle L'Ukraine, le royaume de la désinformation. C'est un livre d'histoire que j'ai écrit pour expliquer pourquoi le Maïdan il commence. Donc, je ne parle pas du Maïdan quasiment, je parle de l'Ukraine et de la Russie dans un livre d'histoire Les pendant... racines, en fait. Voilà. J'explique ce qu'est le peuple russe et ukrainien, toutes les racines, je passe par toutes les époques, la Rousse, ensuite la Pologne, la Grande Pologne, etc., tous les combats qui ont existé, Napoléon, etc., et puis j'arrive à la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite j'explique. Mais donc ça c'est le premier livre, mai 2015, et un deuxième qui n'a rien à voir. Donc lui on le trouve sur Amazon, mais c'est des livres qui sont maintenant épuisés. On peut le trouver que si quelqu'un vend son livre d'occasion. D'ailleurs, j'ai plein de mauvaises notes parce que il y a beaucoup de pro-ukrainiens qui sont venus, ils l'ont jamais lu, mais ils sont venus mettre des mauvais commentaires. Enfin bon, moi ça me fait rire, mais c'est comme ça. Et puis l'autre, c'est un bouquin d'histoire aussi, mais pur. J'ai acheté une correspondance avec ma femme en 2012, on l'a entièrement traduite. C'est une famille soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, plus large même, de 40 à 52, 141 lettres, 80 documents, j'ai tout traduit. Ça fait une histoire assez incroyable, je pourrais faire un film. J'ai écrit ce bouquin, mais je l'ai publié par un éditeur qui s'appelle Edilivre et qui publie que à la commande. Et du coup, comme j'avais mis beaucoup de documents, mon livre, ils ont fait un prix énorme qui est de 64 €. J'en ai vendu très peu parce qu'à ce prix-là, c'était pas possible. Donc c'était un peu un bug, un bide ce livre. C'est dommage parce que c'est une belle histoire. Bah, avec un petit peu de chance, les gens qui verront la vidéo pourront faire la commande. Disons que maintenant, je suis décidé à écrire le troisième, c'est-à-dire mon histoire dans le Donbass, parce qu'il a fallu que je la digère. Et ça, c'est pas été quelque chose de facile. J'imagine que tu as dû voir des horreurs. Pas plus que tous les gens qui y sont allés, et pas plus que ceux surtout qui ont vécu, parce qu'il faut quand même voir que moi, j'ai passé qu'une année. Enfin, une année, c'est long, hein. D'accord. Ouais, 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 ouais. Rappelons-nous quand même que Christelle Néant y est depuis, je l'ai accueillie le 26 mars 2016, donc elle est là depuis 6 ans. Ouais. C'est, voilà, pour dire un peu que moi, les horreurs, finalement, c'est pas trop les horreurs, mais c'est les situations. Et moi, comme père de famille, là où j'ai pleuré, c'est les enfants. Les enfants, les personnes âgées, les civils. Ça c'était dur. Les gens qui sont faibles, et comme j'ai de l'empathie et que je suis croyant, ça m'a beaucoup touché. Donc à chaque fois, j'étais vraiment des fois dans des moments d'émotion terribles, où des fois la haine même venait de ceux d'en face. Et même des fois où je me suis dit, mais je vais m'engager pour aller tuer ces gens. Enfin, pas ceux-là, mais les nazis qui leur faisaient du mal. Ouais, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. En fait, pour en revenir à Christelle Néant, nous, on se connaissait depuis un certain temps. Et puis, on en avait discuté longuement parce que elle aidait donc le Donbass à sa manière, moi à ma manière. C'était à l'époque où il y avait Graham Phillips. Oui, J'avais acheté les t-shirts, les tasses avec le logo Novorossiya, le drapeau. Et donc, on avait pas mal de contacts. Et un jour, Christelle me dit, écoute, j'en peux plus, faut que j'aille là-bas. Puis on en a discuté et, et c'est là qu'elle est partie et alors qu'elle t'a rejoint. c'est drôle parce que moi, elle a été mon réseau arrière. C'est-à-dire qu'ils étaient 3 personnes, je vais citer que Christelle, mais il y avait 2 autres personnes. Et moi, j'avais pas le temps de m'occuper d'un tas de trucs. Donc, elles ont géré parce que c'était des femmes. Elles ont tout géré. Donc, elles géraient d'ailleurs les réponses sur Facebook à mes courriers, tout ce qui était négatif aussi, le gérer, l'écarter.
pour que je puisse travailler tranquillement. Elles ont été incroyables. Et Christelle, du coup, comme tu l'as si bien raconté, à un moment donné, m'a dit je veux venir. Au début, ça m'a interloqué. Parce qu'on se connaissait, mais pas plus que ça. Moi, je ne l'avais jamais rencontré de ma vie, en personne. Et puis, je lui ai fait confiance et mon Dieu que j'ai eu raison parce que après, elle a quand même montré quelque chose. Enfin, c'est une sacrée bonne femme. C'est un petit bout de bonne femme. Elle a vraiment un courage. Enfin, Bah, franchement. dans les anecdotes, quand elle est partie donc du Luxembourg, on était en contact et puis je l'ai suivi tout le long du trajet. Et quand elle est arrivée à la frontière russe, elle a dû laisser abandonner une quantité énorme de marchandises qu'elle avait avec elle, parce que pour rentrer en Russie, on avait droit qu'à 50 kilos. Oui. Et en fait, elle m'a appelé en pleurs. Et c'est une anecdote un peu déchirante parce qu'elle a commencé par se. Et en plus, elle transitait des affaires à moi. Ah, c'est une histoire assez drôle parce que. Enfin, drôle et triste. Parce que moi, j'ai pas emmené de costume. Donc je suis parti à la guerre, entre guillemets. Et il y a plein de moments où j'aurais eu besoin d'un costume parce que quand on est journaliste, ça arrive, même dans un pays de guerre, où, voilà, pour rencontrer. Et j'avais pas de costume. Donc j'étais tout le temps avec mes ranchos. Et il y a des fois, c'était quand même assez bizarre comme ambiance. Mais bon, dans un pays en guerre, ça passe. Et elle transitait pour moi dans sa valise, justement, un costume. Et il est resté là-bas sur un chemin de Lettonie avec pas mal enfin, avec quelques affaires, des bouquins. Elle a dû laisser pas mal de trucs, ouais. Ouais, donc c'était dur, c'était dur. Mais bon, en tout cas, quand tu as été dans le Donbass, l'aéroport avait déjà été pris ou pas encore? Ah oui, parce que la bataille de l'aéroport, elle commence très très vite. En fait, l'insurrection commence après le massacre de Mariupol et d'Odessa, enfin d'Odessa et de Oui, Mariupol, dans l'ordre. Et ensuite, les Ukrainiens poussent l'armée, bombardent, hélicoptères, aviation, enfin tout. Et ensuite, il y a l'insurrection qui démarre et la bataille, d'abord, ils cherchent à encercler la ville, atteindre les frontières russes, on appelle la bataille des frontières. On est juillet-août, et ensuite, la bataille de l'aéroport commence déjà là. Et l'aéroport n'existe plus dès cet instant-là, hein, il est rasé, hein. Et ensuite, la bataille va surtout s'étaler entre septembre 2014 et février 2015, où interviennent les accords de Minsk, et les Ukrainiens, comme tu le sais, ont perdu cette bataille. Les insurgés et les miliciens, parce qu'à l'époque c'était les milices, ont arrêté les Ukrainiens là, parce que s'ils forçaient l'aéroport, derrière tu as deux ponts, un pont de chemin de fer et un pont routier, et après tu es dans Donetsk. Et après, il y a quelques kilomètres, et c'est le centre, et c'était échec et mat. ouais. Moi j'avais une copine à Lugansk, j'ai perdu le contact avec elle, Mm. mais c'est vrai que on se rend pas compte. Euh, les miliciens à l'époque, ils n'avaient pas d'armes, ils se défendaient avec à peu près tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Oui, alors j'ai deux anecdotes à te dire très vite. C'est dans le musée de la Grande Guerre patriotique à Donetsk, ils sont allés chercher un T-34. Alors, le T-34, ils l'ont mis en route, mais le canon, bon voilà, ne fonctionnait pas. Puis de toute façon, ils n'avaient pas d'obus pour le canon, enfin bref. Mais le char fonctionnait, et ils s'en sont servis d'abri, quoi, enfin de véhicules Ouais, blindés. comme bouclier, ouais, ouais, tout à Et fait. puis, un autre volontaire, ça par contre, je ne l'ai pas vu moi de mes yeux. Un autre volontaire, là c'est un témoignage de seconde main, mais bon, c'est quelqu'un de confiance, c'est un de mes amis, c'est un volontaire français qui a servi là-bas. Lui, ils ont usé de fusils anti-chars soviétiques, le modèle 43. Et les munitions, je crois que c'est du 14-7, correspondent, enfin, les munitions de 14-7 actuelles rentrent dans ce fusil anti-char. Donc, du coup, ils se sont servis de cette arme. Et il y a une vidéo de Gabi, qui s'appelle Gabi, avec cette arme, qui m'a fait rire parce que l'engin, de toute façon, est efficace, hein. Ça peut. Ouais, c'est un Panzerfaust en fait. C'est un fusil anti-char. C'est un truc, les soviétiques en avaient deux modèles, un 41, l'autre 43. C'est une arme surtout du début de la guerre. Parce qu'elles vont se révéler tout à fait inefficaces après. Il faut penser que cette arme-là, elle est faite pour shooter des Panzer 1, des Panzer 2 et des chars qui ont Ouais, très peu de blindage. ouais, ouais, ouais. Donc les gens ont commencé à se défendre, et puis toi tu étais sur place, et donc la situation alimentaire était compliquée, il y Alors, avait de l'eau. moi, je suis arrivé bien plus tard, hein, parce que moi, je suis arrivé, il y avait déjà un an de guerre de passé. Donc D'accord. moi, j'ai pas connu ce début de guerre-là. C'est important de le dire. À l'époque, je suis guide touristique. Euh,
à Moscou. Et moi, je Mon découvre, ami de Moscou. oui, exactement. Et je découvre le massacre d'Odessa. Bon, j'ai vu le Maïdan, hein, donc Ouais. ça m'a choqué, j'ai écrit des articles, etc. Et là, je vois, je vais nager avec un ami qui s'appelle Jean-Philippe dans une piscine. Il y avait une télé à la sortie, et là, on voit le massacre, on s'est arrêté. Parce que c'était un truc complètement démentiel que les Russes montraient. Et là, par contre, j'ai décidé. Là, après, j'ai franchi des étapes pour m'engager de plus en plus dans cette cause. C'est le massacre d'Odessa qui m'a fait avancer dans cette cause, mais aussi beaucoup de Russes et beaucoup de russophones et de Russes maternels, de langue maternelle d'Ukraine. Parce que eux, ils se sont dit, mais ils vont nous massacrer. Ça, voilà. Donc, pour moi, Odessa, ça a été vraiment le truc choc. Et il faut attendre quand même, comme j'ai expliqué, un cursus qui m'amène dans le Donbass que en juillet 2015. Enfin, un premier voyage en mai, comme j'expliquais, et puis là. Moi, quand j'arrive, la situation est quand même, entre guillemets, stabilisée, parce qu'il y a un front qui fait 400 km en partant de la mer Noire, donc en face de Mariupol, Chirokino, et qui va jusqu'à la frontière russe en longeant, comme tu le sais, Donetsk et Lugansk, qui sont presque directement sur le front. Alors, les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple, en front de 400 km, ça veut dire pour moi en Suisse, depuis Genève jusqu'à Saint-Gall, ça scinde en deux la Suisse, c'est énorme. Oui, c'est un front qui, à peu près, on pourrait prendre une comparaison, c'est celle de la guerre 14, le front français. J'ai pas de chiffres en tête, mais c'est aussi un front de plusieurs centaines de kilomètres. C'est à peu près l'équivalent, je pense. Peut-être un peu plus grand, mais guerre. C'est difficile de se faire une image tellement les distances Oui, sont d'autant importantes. d'autant qu'il faut rajouter la largeur, c'est-à-dire à peu près 15 kilomètres de front, enfin 15 km de chaque côté, qui est la zone de guerre, et puis la zone directe où on peut se tirer dessus avec à peu près n'importe quoi, mortier, artillerie, etc. Et donc ça fait 30 km ici, 400 km de long et 30 km où tout est miné, rasé, Alors, ça mitraillé. fait 12 000 km², C'est que je dise énorme. pas de bêtises, c'est monstrueux. Oui. Et d'ailleurs, ils ont miné pendant 8 ans. Donc après, et je pense qu'il y a plus de mines, c'est même sûr, qu'il y en a eu au Cambodge et en Serbie et en Yougoslavie réunis, Alors assurément. ça, il va falloir les éliminer, et ça va être un gros problème. Bon, il existe maintenant des chars qui font vibrer le sol et puis qui font péter les mines, donc ça peut être une option, mais c'est quand même compliqué. Par exemple, en Serbie, il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de carte, où les mines avaient été mises. Et on peut se poser la question si c'est la même chose dans le Donbass. Bah moi, de ce que j'ai vu, parce que c'était finalement les mines qui faisaient le plus de pertes, hein, tant civiles que aux animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui mouraient des mines, que des hommes, les soldats. Donc c'est les mines qui étaient et sont toujours le plus grand danger. Et quand on parle de mines, c'est aussi les pièges à con. Ils récupéraient ce qu'ils appellent les fougasses, donc les gros obus, pas explosés, parce que les munitions qui ont été tirées sur le Donbass, et ça je le tiens d'artilleurs, et du Donbass, et même un Français qui s'appelle Renaud et qui a combattu parmi les premiers et que j'ai interviewé, m'a raconté qu'il y avait peut-être 15% des munitions qui n'explosent pas, parce qu'elles venaient de stocks. Ce sont des vieux stocks soviétiques. Les armes de l'Ukraine et des insurgés étaient massivement des armes soviétiques, conçues à l'époque soviétique. Donc, au début de la guerre, les Ukrainiens, ils ont reçu énormément de stocks des anciens pays du pacte de Varsovie, dont la Roumanie, par exemple, les pays baltes, la Pologne, etc. Et ces vieux stocks, voilà. Et donc après, les soldats de chaque côté réutilisaient ces munitions pour faire encore des pièges. Donc il y a les mines conventionnelles, il y a les grenades évidemment, les pièges à con, et toutes sortes de pièges, enfin voilà, toutes sortes de munitions, plus les munitions non explosées qui représentent un danger supplémentaire. J'ai pris des photos de roquettes Planté dans la boue. oui, on marche dessus, on se fait péter, hein. Donc et planté dans l'asphalte aussi. Parce que ce qui est hallucinant, c'est que il y a des munitions comme ça qui sont enfoncées carrément dans l'asphalte, comme si elles étaient enserrées dedans. Il y a juste le percuteur qui est là, vous marchez dessus, boum, c'est Alors fini. pour que ça s'enfonce dans l'asphalte, je sais pas, moi j'ai vécu à Tiraspol 2 ans, Oui, donc je sais que là-bas, l'asphalte, c'est ouais, entre 25 à 30 centimètres. oui, C'est pas l'asphalte qu'on a ici, hein. non. Mais je t'enverrai des photos, notamment de Zaïd Seva, où Christelle a été souvent et moi aussi.
Ouais, c'est un endroit terrifiant où là, c'était particulièrement truffé de munitions, de ce genre de munitions non explosées, et dont ces fameuses roquettes de mortier. D'accord. Donc, pour en revenir au côté humanitaire, donc ce qui t'a touché, ce que tu as vu, donc les enfants, les personnes âgées, donc c'était dans des abris, c'était sous les immeubles, c'était dans des écoles. Alors, ça, c'est peut-être un des côtés les plus connus et les moins connus. Les plus connus parce que tout un chacun qui s'est intéressé à la cause du Donbass sait qu'il y a eu des civils qui vivaient dans les caves. En réalité, moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, si on prend les villages, enfin, il y a les villages sur le front, et ça dépend de là où on se trouve, en fait. Parce que, comme tu le sais, dans le monde russe, la cave, c'est pas quelque chose qui est dans la civilisation russe, dans l'architecture russe. En Bourgogne, en Suisse, etc., on a des caves à vin. Dans les immeubles aussi modernes, il y a des caves. En Russie, c'est pas tellement quelque chose de répandu. Moi, j'ai Non, vu. c'est plutôt extérieur, Voilà. c'est sous terre pour garder les agouillettes, ce genre de choses, les conserves. Ce qui fait qu'en fait, finalement, les gens se sont réfugiés là où ils pouvaient, des fois dans des maisons qui n'avaient pas été détruites. Des fois, certaines maisons avaient un cellier souterrain où il y avait, comme tu l'as dit, les conserves de cornichons marinés, de tomates, etc. Enfin, toutes les traditions russes culinaires, mais pas toutes les maisons. Et dans certains immeubles, il y avait effectivement des caves. Je me souviens de Charta Chesiem, c'est un village du côté de Gorlovka, dans un endroit vraiment aussi bien chaud. Et là, il y avait une école où tous les gens du village se réfugiaient parce qu'il y avait un abri atomique, anti-atomique qui avait été construit à l'époque soviétique pour le D'accord. village. Donc ils étaient là-dedans quand ça marmitait, et certains habitants qui avaient perdu leur maison vivaient en permanence là. Mais ces civils étaient coincés, et je peux pas te dire combien, mais certainement des milliers. Des milliers. Sur 400 kilomètres, évidemment, il y avait des villages à moitié vides ou presque vidés, mais il restait toujours quelqu'un. Un petit vieux qui pouvait pas partir, quelqu'un qui voulait pas laisser sa maison. Souvent des gens affaiblis ou qui n'avaient pas de famille à l'étranger. Les plus riches sont partis au Bien début. sûr, comme partout. Il restait qui? Les plus pauvres, les plus faibles, et ceux qui avaient nulle part où aller. Et certains, par exemple, je me souviens d'une maison, un monsieur que j'avais interviewé, qui vivait avec sa fille, qui avait 13 ou 14 ans, je me souviens plus son prénom. Il avait travaillé toute sa vie, il avait acheté cette maison, elle était à côté de l'aéroport, et il avait rien d'autre. Donc, comment partir? Pour certains, c'était voilà, cette situation-là. Donc Euh, effectivement, mon travail, excuse-moi, a été, on va dire, à 50% sur l'humanitaire. les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que on nous vend, comment dirais-je, un côté ludique à la guerre, alors que c'est une horreur totale, et peu importe de quel côté on se trouve, hein, que ce soit côté ukrainien maintenant les civils, ou Oui, que ce soit côté Donbass, la guerre, les gens ne prennent pas conscience, ne prennent pas conscience de ça. C'est beaucoup trop de jeux vidéo, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, qu'il y a de la souffrance, oui, qu'il y a de bonnes chances de ne pas en revenir. oui, Et puis tous les chocs traumatiques qu'on va avoir par rapport à ce qu'on voit, parce qu'on n'est pas oui. fait pour ce genre de choses. Alors, ce qui est marrant, enfin, par rapport à ce que tu dis, je demandais tout le temps aux gens, mais déjà, est-ce que vous avez vu venir cette guerre? Comment étaient vos enfants? Parce que moi, je voyais les enfants d'une extrême discipline, très calme, plus d'écran, pas de console. Déjà, parce que moi, les enfants que je voyais étaient sur le front, donc plus de gaz, pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc ils étaient revenus finalement à un temps que nous avons aussi oublié, celui où toutes ces choses, là, il faut revenir à au moins 200, 1800. oui, voilà, 1850, 1800, et encore, en plus des obus sur la tête et en plus des complications, évidemment inhérentes à tout ça. Je me souviens d'une petite Victoria à Spartak qui partait à l'école, donc elle partait tôt le matin. Euh, quand c'est entre, comment on dit en Entre français? chien et loup. Voilà.
parce que c'était calme. Et elle avait genre 5 km à faire dans les ruines jusqu'à un arrêt d'autobus où il y avait encore un autobus qui passait. Et après, elle l'emmenait à l'école. Et sa maîtresse l'a libérée à 15 heures pour qu'elle puisse passer avant que ce soit la nuit et qu'elle fasse son trajet et qu'à 17 heures au plus tard, elle soit chez elle, moment où les observateurs de l'OSCE s'étaient sauvés et où là, les Ukrainiens allaient commencer à tirer. Ah, l'OSCE, les observateurs. Oui, hélas, moi, ce que j'ai vu d'eux, c'est vraiment un très mauvais portrait. Alors, moi, je les ai vus en 2015-2016. À chaque fois que j'ai essayé de les approcher, ils nous fuyaient comme la peste. Impossible d'en interroger un. Ouais, le chef de la mission était en Suisse allemand. Ah, ça, je ne sais pas, parce Ah que ouais. tout ce que je sais, c'est que j'ai appris leur salaire, qui m'avait choqué. Ils faisaient des missions de 6 mois, renouvelables encore une fois. Je crois que c'est donc un maximum de 2 missions. Et le salaire approchait les 6 000 euros. 6 000 euros. Et les gars vivaient dans un hôtel de luxe à Donetsk, enfin, en tout cas pour ceux que moi j'ai vus, parce que moi j'étais la plupart du temps sur la République de Donetsk, juste à côté de la présidence de Zakharchenko, histoire d'éviter les tirs. Et ils partaient en mission vers les 8 heures. Enfin, voilà, le petit déjeuner, le petit croissant, le petit jus Ouais, d'orange. ouais, des fonctionnaires. Mais ce sont des fonctionnaires. Ils font Ils partie partent, d'une administration. voilà, ils partaient au front en sachant que c'est les soldats qui me l'ont dit, hein. Ils s'appelaient entre eux, Ukrainiens et Russes, des milices, pour dire, bon, ils sont là, ok, d'accord. Donc du coup, personne ne se tirait dessus, les mecs arrivaient, bon, ben, ils arrivaient vers 9 heures, quoi, en gros. Ils restaient là un peu toute la journée à grenouiller, et puis ensuite, à 17 heures, retour, à 18 heures, ben voilà, on est à l'hôtel, et voilà. Mais en plus, ils ne sortaient pas, tu sais pourquoi? Parce que les gens les haïssaient. Parce qu'à Ouais. chaque fois, c'était, qui a tiré? Oh, on sait pas trop. Le tir, c'est difficile à définir. Et toujours, par contre, si les séparatistes, entre guillemets, tiraient, ah, c'est les séparatistes qui ont tiré. Mais du Ouais, côté. ouais, je me souviens de l'épisode des voitures blindées qui avaient été taguées. Oui, plusieurs fois, je les ai vus. Oui. Et moi, je peux même te raconter une anecdote justement à Zaïtseva où j'arrive, il y a une grand-mère qui me saute dessus. Mais vraiment, je prends un savon pendant 10 minutes. Je peux pas l'arrêter de parler, du coup, j'ai un fleuve. Et elle croit que je suis un membre de l'OSCE. Et il y avait un soldat de la DNR qui est là et qui dit: «Non, non, mais lui, c'est un gars à nous». Mais pendant 10 minutes, elle m'a enfin, c'est pas 10 minutes parce que ça m'a paru très long, peut-être pendant 3 ou 4 minutes, mais ça paraît très long mais je comprenais sa douleur et sa colère Bien sûr. et elle me disait: «Mais jamais personne n'est venu ici. Ça fait 2 ans qu'ils nous tirent dessus, vous êtes le premier que je vois et il est vraiment temps que vous veniez pour voir les dégâts qu'ils font». Et après, du coup, ça l'a calmée. Elle nous a invités à boire le thé et elle nous a montré sa maison et elle vivait à 400 mètres des lignes ukrainiennes et les snipers lui tiraient dessus. Donc elle nous a montré les impacts. Il n'y avait pas de soldats dans sa maison. Et elle vivait avec son mari qui avait elle avait déjà genre 85 ans, hein, et son mari genre 90. Et elle nous montrait les impacts de balles. Donc on voyait bien qu'elle était ciblée. Et dans ce village, hélas, Christelle, des années plus tard, m'a appris la mort de plusieurs habitants que je connais, dont une autre grand-mère, plus jeune. Et les Ukrainiens avaient miné son jardin. Donc la brave dame faisait des légumes et elle a sauté sur une mine en 2020. Ça me dit quelque chose. Ouais, 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 Eh oui, ouais. je pense parce que ça nous a marqué. Et moi, cette dame, je suis allé chez elle plusieurs fois, Christelle aussi. Et c'était vraiment une histoire très très triste parce que une grand-mère, enfin, ça c'était vraiment. En face, il y avait d'ailleurs une unité du Pravi Sector. Ça se Ouais, passait donc on avait Azov, Haïdar, Pravi Sector. Qu'est-ce qu'il y avait encore les Kiborg, je crois. Donbass. C'est un Ouais. bataillon qui vient de Dnipropetrovsk, je ne me souviens plus le nom de son chef. C'est des transfuges soi-disant de Donetsk qui sont passés du côté du Maïdan. Et puis il y en a 11, je ne me souviens pas tous les noms. Et après, il y a plein de groupuscules. Aujourd'hui, j'ai fait un article sur un groupe qui s'appelle Northside.